Laurent Alexandre est l'auteur de plusieurs livres, notamment La mort de la mort et La guerre des intelligences. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être parmi nous pour donner une conférence dont le titre sera Marseille face à l'intelligence artificielle. Docteur, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, monsieur le directeur, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Je me présente devant vous d'abord en tant qu'amoureux de Marseille. Je suis... le Petit Nice est ma maison de campagne quasiment, depuis très longtemps. J'adore toute la région. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à Marseille, en tant que touriste, mais aussi pour faire du travail. Je ne dirais pas que je connais cette ville aussi bien que vous, mais je ne suis pas ici un étranger. Je connais chaque centimètre carré de cette ville et pas uniquement la corniche et la cuisine de Gérald Paseda. Ce que va devenir Marseille, c'est très largement lié au fait que nous vivons une révolution technologique et industrielle incroyable. Nous entrons dans le troisième capitalisme. Le premier capitalisme, c'est le capitalisme marchand, qui est né à Venise. Le deuxième, c'est le capitalisme de l'industrie, qui est né avec la machine à vapeur en 1780 en Angleterre. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième capitalisme, le capitalisme cognitif, le capitalisme de la connaissance, c'est-à-dire les sciences du cerveau, la robotique, l'intelligence artificielle et le big data. À l'occasion de ce troisième capitalisme, les cartes vont être complètement rebattues. La hiérarchie des villes, la hiérarchie des hommes, la hiérarchie des entreprises, la hiérarchie des territoires va être complètement rebattue. Car les bases industrielles vont être bouleversées en 30 ans. Dans le capitalisme industriel, il y avait une grande inertie. Pour construire une centrale nucléaire ou une ligne de TGV, il faut 10 ans. Pour construire un building, pour construire une centrale nucléaire, il faut des années et des années. À l'ère du capitalisme de la connaissance, pour fabriquer un nouvel applicatif sur nos téléphones portables, pour une nouvelle fonctionnalité Facebook, il faut une nuit. La valeur peut partir. Une start-up lyonnaise ou marseillaise, dont toutes les données sont sur le cloud, peut déménager en 24 heures à Singapour, à Shenzhen ou à New York. Ce capitalisme-là, il est très particulier. Et donc, dans le monde qui vient, il va y avoir deux acteurs majeurs. Le monde économique et le monde de la science, et le monde de la régulation et de l'administration. Dans le monde qui vient, le rôle des administrateurs, au niveau national et au niveau territorial, sera encore plus important qu'avant. Je suis industriel, mais je suis également fonctionnaire à l'origine, je suis énarque. Je crois profondément au rôle essentiel des fonctionnaires dans le monde de demain. D'ailleurs, quand on regarde un certain nombre de villes, Lausanne, qui était une ville moyenne et qui est devenue une des villes leaders dans le monde sur le plan universitaire, New York, qui était un coupe-gorge complètement merdique en 1985, Londres en 1965, qui était une ville complètement sous-développée, en voie de tiers-mondisation, ou même Singapour, on se rend compte que ce n'est pas uniquement les gens du business qui ont redressé ou développé ces villes, ce sont aussi les gens qui étaient les responsables territoriaux. On ne développe pas une ville si les poubelles ne sont pas ramassées, si c'est dégueulasse, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas d'organisation, et si les cadres étrangers qui viennent bosser mettent 3 plombes pour obtenir le moindre papier quand ils vont à la mairie de quartier. Le monde de demain, ce sera la synergie entre les gens de la science et du business, et puis une fonction publique pertinente. L'exemple de Lausanne est tout à fait passionnant. Lausanne, qui est beaucoup plus petit que Marseille, est devenu un phare mondial sur le plan scientifique et sur le plan universitaire en 30 ans. Jadis,
les universités de Lausanne n'étaient pas meilleures que les universités d'Aix-Marseille. J'ai même dans l'Express proposé qu'on offre un billet de TGV Paris-Lausanne au Premier ministre pour qu'il aille voir comment on transforme des facs poubelles en belles facs. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis. La seule école polytechnique fédérale de Lausanne a 900 millions d'euros de budget et les profs gagnent 303 000 euros par an, alors que vous le savez bien, nos professeurs d'université en France culminent à 64 ans, dans le meilleur des cas, à 6 290 euros bruts. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue historique? En 1989, on a deux choses extraordinaires qui arrivent. La chute du mur et l'apparition du web. La chute du mur, tout le monde le voit, l'apparition du web, on ne le voit pas. Rostropovitch nous enchante, et là, les philosophes expliquent que c'est la fin de l'histoire. Fukuyama explique que ce qui se passe, ce n'est pas la fin de la guerre froide, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que pour le prochain million d'années, il n'y aura plus de guerre, plus de concurrence entre les pays, et que l'Ouest a gagné et n'a plus besoin de travailler. Il explique d'ailleurs que le monde de demain va être profondément ennuyeux, parce qu'il ne se passera plus rien, car l'Occident a tout gagné, que la Chine et la Russie n'existent plus, et que nous allons être dans un havre de paix. L'inventeur du web explique à peu près la même chose. Internet va supprimer la guerre, Internet va supprimer les conflits, Internet va conduire à l'égalisation des revenus, va supprimer les fake news, va donner la démocratie universelle. Et là, c'était une utopie, on a juste eu le contraire. On a aujourd'hui une guerre géopolitique, notamment autour de la data, tout à fait exceptionnelle. Et l'Internet, ce que j'appelle moi la contre-révolution numérique, l'Internet est devenu l'allié des dictatures, au lieu d'être l'allié, ce que l'on croyait, des démocraties. Le monde est beaucoup plus compliqué, hélas, qu'on l'espérait, après la chute du mur de Berlin. On attendait un monde gouverné par des gentils Clinton jeunes et Wikipédia partout. En réalité, on a la censure, la guerre mondiale entre les géants du numérique américain, les GAFA, et les géants chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. On a une bataille, comme The Economist l'expliquait récemment, une bataille pour le contrôle de l'intelligence artificielle, qui est une guerre aussi implacable qu'une véritable guerre, même si c'est une guerre technologique. Les guerres technologiques sont des vraies guerres, même si on ne se balance pas des bombes. Le monde est beaucoup moins doux, beaucoup moins gentil qu'on l'avait espéré. Une petite boîte comme Tencent, que tout le monde ne connaît pas, est aujourd'hui la 5e plus grosse entreprise au monde. La 5e plus grosse entreprise au monde. Washington soutient ces GAFA, Pékin soutient les BATX. L'Europe n'est pas présente dans cette bataille. Cette nouvelle bataille technologique autour de l'intelligence artificielle et du big data a cette conséquence que personne au monde n'avait prévue. La première, c'est que nous avons le retour des guerres entre les différentes zones géopolitiques, et notamment entre l'Occident et la Chine, on le voit tous les jours. L'Internet est en train de se couper en deux, entre la partie chinoise qui colonise l'Afrique et puis l'Internet occidental, ce qu'on appelle le Splinternet, qui réunit, comme vous l'imaginez, tout Split et Internet. Troisièmement, on pensait qu'Internet allait généraliser la démocratie. En réalité, on voit que l'intelligence artificielle permet aux Chinois de monter une espèce de dictature numérique incroyable qui ressemble plus à Black Mirror qu'à ce qu'on espérait en 1990. Et vous savez qu'en Chine, l'intelligence artificielle des caméras dans la rue donne des bons points et des mauvais points aux citoyens, ce qui est mis sur le passeport numérique des gens. Et l'intelligence artificielle a déjà interdit à 5 millions de Chinois de prendre l'avion et le train, uniquement en reconnaissant les délits par la reconnaissance visuelle par intelligence artificielle dans les rues et dans les bâtiments. Nous avons une désynchronisation complète entre le rythme de l'État et de l'école, qui sont assez lents, et puis la technologie qui galope. Autre conséquence inattendue, nous avons un Game of Thrones des technologies. Tout le monde se bat pour le contrôle de l'intelligence artificielle sur Terre. Et c'est une bataille d'une violence inouïe. Il y a moins de sang qui coule que dans Game of Thrones.
C'est moins visible que quand la Wehrmacht déboule sur les Champs-Élysées en juillet 40, mais c'est une guerre tout aussi implacable. Enfin, on pensait que l'intelligence artificielle allait diminuer les écarts. Elle ne cesse de les augmenter parce qu'elle concentre la richesse dans les mains de certains individus, de certaines entreprises, de certaines métropoles et de certains États. Cette concentration de la richesse et du pouvoir, elle est inédite. Qu'il s'agisse des individus, des entreprises, des métropoles et des pays. Quand je parle de métropole, je ne parle pas de métropole au sens juridique français, je parle de métropole au sens fonctionnel. Marseille toute seule, sans la métropole, est déjà une métropole au sens économique du terme. The Economist, qui n'est pas un journal mélanchoniste affiché, s'inquiétait à propos de ces concentrations de richesse que chez Google, les informaticiens commencent à avoir des salaires annuels qui dépassent 100 millions de dollars chacun. Vous voyez l'intensité de cette concentration de l'argent à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est le siècle d'or des gens qui maîtrisent bien l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de perdants, il y a des gagnants, il y a des perdants, et nous n'avons pas suffisamment réfléchi aux conséquences de ces écarts. On commence à le voir avec la montée du populisme dans la plupart des pays, et vous avez même vu qu'en Europe du Nord, qui était le siège de la social-démocratie depuis toujours, les populistes et l'extrême droite ont fait des scores éblouissants aux dernières élections. En matière d'entreprise, la reconfiguration des marchés est très rapide. Netflix était une misérable start-up il y a quelques années. Aujourd'hui, Netflix vaut 75 fois plus que la première chaîne de télé européenne, TF1. TF1 vaut 2 milliards, Netflix vaut 155 milliards. En quelques années, l'argent est redistribué à une vitesse incroyablement rapide. Nous retrouvons la concentration des richesses et du pouvoir qu'il y avait à Venise en 1050. À l'échelle des pays, on voit la même chose. On ne s'en rend pas compte, mais la richesse des pays bouge à toute vitesse. J'ai été appelé par plein de gens du Maroc, après mon papier d'il y a 3 semaines dans l'Express sur le Maroc versus la Chine, et notamment le patron de la bourse de Casablanca a failli faire un infarctus quand il a lu mon article. Oui, les chiffres sont justes. Le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine il y a 38 ans. Vous voyez à quelle vitesse la richesse et le pouvoir d'achat se redistribuent à l'ère de l'économie de l'informatique. La Chine a massivement investi sur l'intelligence artificielle et la haute technologie, sur les bases de données, sur l'informatique. Le Maroc a continué à ne pas investir sur les industries du futur. Et le Maroc est passé de 5 fois plus riche que la Chine à beaucoup moins riche. Ce qui est arrivé au Maroc versus la Chine arrivera demain aux métropoles qui ne s'accrocheront pas au train de la révolution de l'intelligence artificielle. Nous avons un capitalisme de la connaissance centré sur l'Asie et la Californie, pas libéral, pas très démocratique, centralisé. C'est le contraire de ce qu'on imaginait en 1995. La prophétie de 1995 d'un Internet libérateur et égalisateur a abouti à une guerre technologique incroyable que personne n'avait imaginé, avec des écarts extrêmes, ce qui a donné le terme qu'utilise Harari dans ses livres, « Gods on useless », des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des useless, des inutiles, à qui on donne le revenu universel en attendant qu'ils meurent. Comme Harari l'a expliqué dans Homo Deus et dans son dernier livre, ce qui est un cauchemar politique, vous le savez bien, totalement inacceptable, contre lequel nous devons tous lutter. La vitesse à laquelle les cartes sont redistribuées est incroyable. La Chine, dans 18 mois, ce sont les budgets de recherche et développement mondiaux, la Chine va dépasser les États-Unis dans 18 mois en matière de recherche et de science. Le monde de l'intelligence artificielle y conduit, hélas, à plus d'inégalités, donc à plus de populisme. Il est vertigineux, il concentre dans quelques zones géographiques, quelques métropoles, la richesse, le pognon, la science, la technologie. Il crée plein d'incertitudes politiques.
Il favorise la dictature alors qu'on espérait que ce serait le contraire, et il marginalise des tas d'individus et des tas de structures. Il marginalise les structures qui ne s'accrochent pas à l'économie de l'intelligence artificielle, qui est la principale source de création de richesse au XXIe siècle. Hélas. Nous assistons à une explosion de l'intelligence. Le premier transistor en 1950 faisait 1 cm de large. Aujourd'hui, sur la largeur d'un cheveu, on met 15 000 transistors de 7 milliardièmes de mètre, de 7 nanomètres. Le coût du mégaoctet a été divisé par 2000 milliards. 2000 milliards. Le premier ordinateur faisait une opération par seconde. Aujourd'hui, on se rapproche du milliard d'opérations par seconde. Une seule requête Google, et on en fait 100 par jour, une seule requête Google que l'on fait consomme plus de puissance informatique que la totalité du programme Apollo, du programme lunaire, pendant 10 ans. Quand vous cherchez le nom d'une pizzeria sur Google, vous bouffez plus de puissance informatique que la NASA en a consommé pendant 10 années entières, sur Terre et dans l'espace. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Tout ça pour choisir une pizza. Le dernier iPhone, pour avoir la même puissance, il aurait fallu dépenser 153 000 milliards de dollars et ça aurait pris plus de place que toute la région PACA en 1961. Il y a là-dedans autant de puissance qu'on en aurait eu en dépensant 153 000 milliards de dollars en ordinateur en 1961. Et en 5 millions d'années, nous avons, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2017, nous avons produit moins de data sur Terre qu'on en a produit depuis le 1er janvier 2017, il y a 18 mois. Pourquoi cette révolution? À cause de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence permet de prendre le pouvoir économique. Parce que l'intelligence artificielle a une caractéristique, c'est que ça n'est pas un programme traditionnel. Cela s'éduque davantage que ça se programme. En cela, l'intelligence artificielle est quelque chose de tout à fait particulier. Il y a une prime à ceux qui ont beaucoup de données. C'est pour ça que les géants du numérique, à qui nous offrons des données toute la journée, sont si puissants en matière d'intelligence artificielle. Et en réalité, il n'y a que 10 vrais producteurs d'intelligence artificielle sur Terre. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et puis Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. L'intelligence artificielle pure, elle n'existe pas. Il y a toujours de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine mélangées. Si on met un microprocesseur sur la table, il ne va pas penser tout seul. Il a forcément besoin d'un cerveau humain. Mais, inversement, avec l'augmentation du nombre de données que nous produisons, nous avons de plus en plus besoin, nous, d'intelligence artificielle. Quand vous êtes médecin et qu'il y a 20 000 milliards d'informations pour analyser l'ADN d'une tumeur et bien choisir la chimiothérapie, vous ne pouvez pas le faire pendant une consultation de 10 minutes si vous n'avez pas une grosse puissance informatique derrière. Donc, l'intelligence artificielle a besoin de l'intelligence biologique et l'intelligence biologique a besoin de l'intelligence artificielle. Nous avons un mélange très particulier de ces deux formes d'intelligence qui circulent à toute vitesse, qui a une production centrée autour des États-Unis et de l'Amérique et qui change radicalement la puissance et l'organisation de l'économie mondiale. Le problème que nous avons dans cette salle, en tant que citoyens, en tant que fonctionnaires, c'est un problème de cerveau biologique. Il n'y a dans cette salle aucun cerveau artificiel. Et donc notre problème à nous, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme, bien sûr, et que tous les hommes soient complémentaires de l'intelligence artificielle et ne soient pas substitués. Ce qui va être l'immense problème de formation dans les décennies qui viennent. Notre problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on s'en tamponne de l'intelligence artificielle. Notre problème, c'est le problème politique de la mise à jour des cerveaux humains pour qu'aucun cerveau humain ne soit laissé sur le bas-côté. Et pour empêcher qu'Harari
ait raison dans Homo Deus quand il parle d'un futur fait de Dieu et d'inutile. C'est pour ça que les administratifs comme vous auront une immense responsabilité pour faire coévoluer la société avec l'intelligence artificielle, interfacer l'intelligence artificielle et les cerveaux humains, organiser la gouvernance de l'intelligence artificielle et permettre à ce que tous les travailleurs comprennent la dynamique industrielle et du travail qui est en cours. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème technologique. L'intelligence artificielle, c'est un problème de cerveau et donc d'éducation et de formation. En 2012, il y a eu une énorme surprise. L'intelligence artificielle connexionniste, qui essaie d'imiter le cerveau humain, s'est mise à exploser, ce qu'on appelle le deep learning et le machine learning. Mais il faut bien savoir que l'intelligence artificielle n'est toujours pas du tout intelligente. Alors, si je n'étais pas parmi des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale, je dirais l'intelligence artificielle est con comme une bite. L'intelligence artificielle n'a aucune intelligence au sens humain du terme, mais elle est capable statistiquement d'établir des corrélations sur des montagnes de données, ce qui n'est pas possible à un cerveau humain, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'analyse des tumeurs. En 2018, il y a deux choses qui ne progressent pas. L'intelligence biologique ne progresse pas. En tout cas, nos cerveaux ne progressent pas à la vitesse de l'intelligence artificielle. Et on ne fait aucun progrès en matière de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, l'IA forte. Et l'IA forte, c'est une intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même et qui a un projet comme dans les films de science-fiction. Il n'y a eu, sur les 50 dernières années, aucun progrès en direction de l'intelligence artificielle forte, dotée de conscience artificielle. Les scénarios à Hollywood n'ont pas avancé d'un poil, et on peut dire que c'est sans doute heureux. Nous nous enfonçons donc dans la complémentarité des intelligences, puisque l'intelligence artificielle n'est pas autonome, puisqu'elle n'a pas de conscience artificielle, sans doute encore pour longtemps. Nous avons une géopolitique des intelligences, c'est-à-dire que les gagnants de l'intelligence artificielle, la Chine et la Californie, ont pris un lead mondial, et il va bien falloir que l'Europe, il va bien falloir que les métropoles européennes comme Marseille trouvent le moyen de revenir dans la course. Et c'est là où vous intervenez. Ce n'est pas qu'une histoire d'entrepreneurs et de savants, c'est aussi un problème d'administrateurs. Si les villes ne sont pas bien entretenues, ne sont pas bien gérées, ne sont pas bien attractives, ne sont pas sécures, il ne sera pas possible de faire venir les savants, les start-upers indispensables pour réussir à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, l'analyse de pattern, c'est-à-dire l'analyse d'image, l'analyse de rythme, l'intelligence artificielle a fait des progrès extraordinaires quand elle a beaucoup de data. En revanche, dans ce qui est la résolution de problèmes complexes et multidisciplinaires et transversaux, avec pas beaucoup de données, il y a zéro progrès. L'intelligence artificielle est incapable de fonctionner quand il n'y a pas des montagnes de données. Elle sait faire des choses quand il y a beaucoup de données et quand c'est très étroit. Par exemple, l'intelligence artificielle va faire la comptabilité mieux que tous les hommes du monde. Elle va analyser un scanner mieux que tous les hommes du monde. Elle va conduire un camion mieux que tous les hommes du monde. Elle videra les poubelles dans 20 ans mieux que tous les hommes du monde. Mais elle est incapable de faire ce que vous faites en tant que cadre supérieur du privé ou de la fonction publique comme vous, c'est-à-dire faire un raisonnement multidisciplinaire horizontal. Et il n'y a aucune chance dans les 30 années qui viennent que l'intelligence artificielle soit capable de remplacer un manager généraliste. Zéro progrès, pour des raisons dont on pourra peut-être parler dans les questions si ça vous intéresse. Notre cerveau est exceptionnel pour travailler à partir de tout petits volumes de données. Donc je résume, 2012, l'intelligence artificielle sous forme de machine learning explose et se met à faire des choses incroyables qu'on pensait impossibles. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucun progrès dans les intelligences artificielles transversales et multidisciplinaires.
la transversalité et la fonction managériale, sont parfaitement protégées. En revanche, on va avoir à partir de 2035 un petit problème, c'est que là, la robotique va finir par devenir économique. Vous connaissez tous les robots de Boston Dynamics. Vous les avez tous vus sur YouTube. Non, qui les a pas vus sur YouTube? Vous irez regarder les robots de Boston Dynamics, les robots qui sautent, etc. Dans 20 ans, ils videront les bennes à ordures. Donc, on a une réflexion à mener d'ici 2035, c'est comment on réorganise le travail des cols bleus et des gens qui travaillent en back-office. C'est pas demain matin, mais il faut commencer à y réfléchir. Est-ce qu'on va avoir des intelligences artificielles fortes qui vont nous remplacer, nous, managers généralistes? De mon point de vue, ça n'arrivera pas avant 2050, donc ce n'est pas le problème du jour. Nous rentrons dans un monde très très complexe, mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les managers et ne va faire, je le répète, aucun progrès dans l'acte de manager. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les cadres n'ont rien à craindre pour leur taf, mais c'est une mauvaise nouvelle, ils ne vont pas non plus être aidés par l'intelligence artificielle. Cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Elle est très conne, mais elle voit des choses que nous ne voyons pas. The Economist, qui est la principale revue anglo-saxonne, s'est émue il y a quelques mois, dans un dossier de couverture, du fait que l'intelligence artificielle sur une photo de nous-mêmes arrive à déterminer notre sexualité, notre quotient intellectuel, avec une bonne précision. Cela montre que l'intelligence artificielle analyse les choses très différemment de nous. Pour ceux qui aiment les mathématiques ici, l'intelligence artificielle aujourd'hui analyse une image par analyse en composantes principales en 800 millions de vecteurs, sur 20 couches de neurones virtuels. Nous analysons une image en 3 vecteurs. Le monde qui vient est un monde où les individus vont être challengés par une complexité terrible, où les entreprises et les administrations vont être face à l'imprévisibilité technologique, car il y aura beaucoup de surprises technologiques, et les territoires vont devoir gérer des inégalités entre les gagnants de l'intelligence artificielle et les perdants. Et là encore, ce ne sont pas les entreprises qui vont régler cette question des inégalités entre les winners et les losers, excusez-moi de cette expression, ce sont bien les administrations qui vont jouer le rôle de formateurs et de voiture-balai de cet écart insupportable qui est en train d'émerger à l'ère du capitalisme de la connaissance. Et puis, dernier point, l'humanité va être face à des technologies qui sont très troublantes. On a vu à quel point le mariage pour tous a choqué la frange catholique très croyante en France. Demain, la manipulation du cerveau, la manipulation des embryons, le choix des bébés, le bébé à la carte, les microprocesseurs que Elon Musk, le patron de Tesla, est en train de mettre au point pour mettre dans le cerveau de nos enfants, tout cela va être profondément traumatisant et va être vertigineux pour beaucoup de gens dans nos sociétés. Quelques scénarios possibles et les conséquences pour les territoires comme Marseille. Je voudrais juste, par rapport à Marseille, préciser quelque chose. Marseille, avec une réserve foncière importante, avec tous les territoires adjacents que nous connaissons tous, avec le littoral que l'on connaît, avec le potentiel portuaire que l'on connaît, avec la qualité de vie que l'on sait, Marseille fait partie des 5 zones les plus attractives sur Terre. Marseille, c'est l'un des 5 territoires les plus attractifs à l'ère du capitalisme de la connaissance. Marseille a tout pour devenir une Silicon Valley. Mais elle ne l'est pas. Et de se poser la question pourquoi elle ne l'est pas est intéressante. C'est une question pour les politiques, mais aussi pour les administratifs. Il ne faudrait pas grand-chose pour que Marseille soit la Silicon Valley européenne, avec son arrière-pays, et avec le littoral jusqu'à Montpellier et jusqu'au Maures à l'est. Quelques scénarios en matière d'intelligence artificielle. Alors d'abord, les scénarios à Hollywood. Je vous les présente pour les critiquer parce que ce sont des scénarios auxquels moi, personnellement, je ne crois pas.
Le scénario cyborg, c'est-à-dire, comme Hanson l'a décrit dans l'âge des machines émulées, ce serait l'idée de transférer nos cerveaux dans des ordinateurs et de fusionner les intelligences artificielles avec nos cerveaux, de manière à ce que nos cerveaux travaillent avec les intelligences artificielles, en tout cas le double de nos cerveaux, pendant que nous, on ferait de l'art et qu'on s'amuserait. Je ne suis pas sûr que ça créerait une société ultra rigolote. Autre scénario, qui est un scénario qui est pris très au sérieux en Asie, c'est le scénario singulariste. Donc la singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle dépasse le cerveau humain. Son, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, a investi 2 fois 100 milliards. Là, The Economist parlait de son premier fonds de 100 milliards. 2 fois 100 milliards pour créer des machines ayant 10 000 de quotient intellectuel. Notamment pour doter ces robots d'un quotient intellectuel stratosphérique. L'homme le plus intelligent sur Terre avait 235 de quotient intellectuel. Donc vous imaginez ce que serait un robot ayant 10 000 de quotient intellectuel. C'est lui qui a racheté les robots de Boston Dynamics, dont je parlais tout à l'heure, qui appartenaient à Google. Et il veut donc fusionner l'intelligence artificielle avec les robots. Alors, vous imaginez les petits problèmes de ressources humaines que vous avez en 2018 sembleraient bien anodins si en 2035, on avait des robots éboueurs avec le quotient intellectuel de Bill Gates. Je ne voudrais pas négocier avec Sud la réorganisation du travail, de la collecte d'ordures. Je préférerais ne pas être là à ce moment-là. Excusez-moi. Ces scénarios singularistes conduisent effectivement aux dystopies cinématographiques. Ça conduit à des scénarios un petit peu comme Ex Machina, vous savez, le film où la méchante robot tue tout le monde. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop, mais dans Le Monde d'avant-hier, un mathématicien de l'École polytechnique fédérale de Lausanne a fait un papier disant qu'il fallait faire attention à ne pas sous-estimer le risque que la conscience artificielle émerge dès 2025 et qu'il fallait s'y préparer et qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui qu'on ait rapidement, et je vous le répète, ce n'est pas mon opinion, qu'on ait rapidement des intelligences artificielles qui nous soient supérieures. Moi, tous ces scénarios me font très peur, parce que vous avez bien compris que si on a des intelligences artificielles très très fortes avec lesquelles on fusionne, on abandonne notre corps biologique. C'est pour moi un cauchemar absolu, bien sûr. C'est la fin de notre corps physique. Et la conclusion de la guerre des intelligences, moi qui aime bien bouffer, c'était il faut sauver le guide Michelin, il ne faut surtout pas qu'on abandonne notre corps et il ne faut surtout pas qu'on fusionne avec l'intelligence artificielle, parce que vous l'avez bien compris, l'intelligence artificielle ne mange pas. Elle ne baisse pas non plus. Dans ce cas-là, l'argent pourrait ne pas avoir d'avenir. C'est un scénario très très compliqué à imaginer. On a des scénarios apocalyptiques. On a le scénario fin du travail, où l'intelligence artificielle et les robots piquent le boulot de tout le monde. Moi, je n'y crois pas, mais il y a des tas de gens qui y ont cru, et avant même l'intelligence artificielle, les empereurs romains avaient interdit les machines de levage à Rome pour éviter que tout le monde soit au chômage à Rome. Et la reine d'Angleterre, Élisabeth I, avait interdit la machine à tricoter parce qu'elle pensait que ça allait mettre au chômage tous les ouvriers du royaume. Malthus croyait la même chose à la fin du XVIIIe siècle, et en 1964 encore, les plus grands savants américains avaient écrit au président des États-Unis en leur disant qu'il fallait interdire l'intelligence artificielle qui allait, enfin, à l'époque c'était l'informatique, qui allait priver les Américains de boulot. Mais il faut aussi savoir que le maire de la Silicon Valley, en 1930, avait écrit au président, le suppliant d'interdire la technologie, parce qu'il disait la Silicon Valley va être tuée, et les emplois de la Silicon Valley vont être tués par l'électronique. Quand vous savez que la Silicon Valley est devenue le centre mondial de l'industrie électronique, c'est particulièrement cocasse. Il y a les scénarios collapsologiques. Alors, vous savez qu'on a toujours eu peur de la fin du monde. 6 mois avant l'apparition de l'automobile, le Times faisait sa une sur le fait que tout le monde allait mourir de maladie à Londres d'ici 1920 à cause des maîtres de crottin de cheval qui allaient donner plein d'épidémies.
Et donc le Times expliquait qu'on allait mourir de plein de maladies à cause du crottin de cheval. 6 mois plus tard, l'automobile apparaissait. En 1920, il n'y avait pas de crottin de cheval et les Londoniens ne sont pas tous morts de maladies comme l'avait envisagé le Times. Je me suis ces dernières semaines beaucoup moqué dans mes tribunes de cette vision apocalyptique qui a un inconvénient, c'est que d'abord, les adeptes de la décroissance ne se rendent pas compte que la décroissance, on l'a connue en 1942-1944, et c'était tout sauf rigolo. Et puis, on voit beaucoup de jeunes qui sont tellement persuadés qu'on va tous griller avec le réchauffement climatique, qu'on va tous mourir, qu'on va tous pas avoir de boulot, qu'on voit des gamins qui dépriment, qui ont peur du futur et qui ne se préparent pas au futur. Or, le futur qui vient va être vertigineux, certes, mais il va aussi être fantastique, notamment pour les jeunes générations. Il est dommage de convaincre les jeunes de s'asseoir au bord du trottoir et d'attendre la fin du monde, alors qu'il y a tant à faire. Il y a un scénario qui est plus risqué, qui est plus dangereux, c'est le scénario d'apartheid intellectuel. C'est le scénario décrit par Harari dans Homo Deus et dans son dernier livre, 21 questions pour le XXIe siècle. Est-ce que la démocratie, à l'ère de l'intelligence artificielle, peut supporter les écarts de capacité entre les gens et donc les énormes écarts entre ceux qui vont savoir, comme vous, manager l'intelligence artificielle et ceux qui vont être complètement paumés? Il ne faut pas oublier qu'en France, 30% des gamins qui quittent l'école sont incapables de lire un texte de 5 lignes et de le résumer. C'est pas ça qui va leur permettre de manager l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on va abandonner, comme Napoléon abandonnait les blessés, les gens qui sont moins adaptés à l'intelligence artificielle, et va-t-on accepter la vision de Harari? Personnellement, j'y suis totalement opposé, et je pense que les collectivités territoriales et je pense que les fonctionnaires territoriaux ont un rôle absolument essentiel pour diminuer ces écarts à l'intérieur de la société qui sont en train de se créer. Tout le monde s'en inquiète. Le patron de Google a donné une grande interview dans le Guardian dans lequel il dit qu'il n'est pas du tout persuadé que les êtres humains soient heureux, que la technologie galope aussi vite et que l'intelligence artificielle redistribue si fortement toutes les cartes. Harari a été reçu par le président Macron, et il est vrai qu'il y a une question qu'on ne s'est jamais posée quand on a commencé à faire de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est complètement con et politiquement irresponsable d'industrialiser à toute vitesse l'intelligence artificielle sans démocratiser l'intelligence biologique. On ne s'est jamais posé la question de savoir ce qui allait se passer quand on aurait des intelligences artificielles plus intelligentes qu'une partie des citoyens. Et l'intelligence artificielle va coûter à l'heure des milliers de fois moins qu'un cerveau biologique dans le futur. Hélas, dans nos sociétés, plus on est malin, plus on apprend vite, plus on a d'influence. Les gens qui ne savent pas bien lire, qui ont du mal à comprendre des choses nouvelles, progressent moins vite que les autres. Nos capacités intellectuelles ne mesurent pas du tout notre dignité, mais mesurent notre capacité à résister à l'intelligence artificielle. Il serait naïf, même si c'est politiquement correct, de prétendre que les gens qui ne savent pas bien lire, qui ne savent pas lire un dossier, qui ne savent pas analyser les datas, vont s'en sortir correctement face à l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Ce qui est très injuste dans la société qui vient, c'est que les inégalités croissent mécaniquement. 3 types fragiles comme moi remplacent un déménageur. Un type sans muscle comme moi, on en met 3 et je vais réussir à porter le piano. Alors que dans le domaine intellectuel, on a des inégalités beaucoup plus fortes. 1 million d'ouvriers agricoles ne vont pas remplacer un data scientist. Je ne dis pas du tout que les ouvriers agricoles ne servent à rien et n'aient pas de dignité. Je dis simplement que ce n'est pas en mettant 1 million qu'on va faire le boulot d'un data scientist. Les injustices et les inégalités sont beaucoup, beaucoup plus fortes dans un système de production lié à l'intelligence que dans un système de production industrielle traditionnel. Par ailleurs, nous voyons arriver des problèmes identitaires qu'on n'avait pas imaginés. Le prix Nobel d'Eaton, qui est un spécialiste des inégalités, expliquait dans la presse mondiale, jusque dans Le Point,
à quel point il y avait un ressentiment aux États-Unis des petits blancs non diplômés. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a depuis lundi un procès à Harvard. Harvard est attaqué par toutes les associations asiatiques parce que Harvard diminue les points des Asiatiques pour laisser des places aux Blacks et aux Hispanos et aux Blancs. Les Asiatiques aux États-Unis sont 4% de la population. Ils ont 21% des places à Harvard, mais parce que leurs notes de capacité intellectuelle sont baissées pour maintenir la diversité ethnique. S'il n'y avait pas ça, il y aurait à Harvard presque 50% d'Asiatiques, comme dans les universités californiennes. Et Harvard souhaite maintenir une diversité ethnique, et notamment souhaite qu'il y ait des Blacks, c'est comme ça qu'ils sont appelés sociologiquement aux États-Unis, à Harvard. Mais les Asiatiques ne l'entendent pas ainsi. Et les problèmes intercommunautaires, on pensait qu'ils allaient s'améliorer, en fait ils ne s'améliorent pas. Et quand vous regardez les statistiques américaines, aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées. Si vous prenez les dernières statistiques, chaque année, on a le salaire moyen par race aux États-Unis. Les Asiatiques sont à 81 431 $, les Blancs à 65 041 $, les Hispaniques à 47 675 $ et les Noirs à 39 000. Les Asiatiques gagnent aux États-Unis 2,1 fois plus que les Afro-Américains. Autrement dit, à l'ère du capitalisme de la connaissance, nous n'avons pas d'égalité des communautés dans leur intégration dans l'économie du big data, dans la science et dans les technologies de l'intelligence artificielle. Quelles qu'en soient les causes, c'est un autre sujet. Il ne va pas être facile de gérer ces inégalités qui existent en France, comme dans tous les pays européens, mais en Europe, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc on ne les mesure pas. Il ne va pas être facile de réguler les inégalités intercommunautaires, et on le voit aux États-Unis. On a un ressentiment de la communauté asiatique qui refuse absolument de donner des places aux autres minorités. Et d'ailleurs, les Asiatiques considèrent qu'il est tout à fait injuste qu'il n'ait pas demain la majorité des places dans l'administration et dans le business, et que donc ils méritent de prendre toutes les places dans les grandes universités américaines. Ce sont des problèmes très très douloureux et sur lesquels nous ne sommes pas bien armés. Ces différentes formes d'inégalité fragilisent la démocratie, et aux États-Unis, il y a 18 livres depuis le début de l'année sur la mort de la démocratie à cause de ces inégalités explosives que génère l'économie de l'intelligence artificielle et qu'il va bien falloir réduire d'une façon ou d'une autre si l'on ne veut pas retrouver soit la révolution, soit la violence politique. Et je vous rappelle que la violence politique en Europe, elle existait encore il y a 40 ans. Le patron des patrons allemands a été assassiné, le Premier ministre italien a été éparpillé façon puzzle avec ses gardes du corps dans le coffre de sa voiture. Et en France, Georges Besse a été assassiné dans le dos par l'extrême gauche alors qu'il n'avait même pas de garde du corps. Éviter que le monde de l'intelligence artificielle ne conduise à Elysium est, de mon point de vue, une des responsabilités des fonctionnaires et de l'appareil d'État au sens plus large du terme. Vous savez qu'aux États-Unis, les milliardaires californiens ont un projet pour faire des îles artificielles au large de la Californie, où il n'y aurait que les leaders, les cadors de l'intelligence artificielle, pour assurer leur sécurité face au useless de Harari. C'est l'équivalent maritime du film Elysium. Autre scénario, c'est le scénario Ludite, c'est le scénario dans lequel, comme le propose Stiglitz, on interdit l'intelligence artificielle. Alors, ça a un inconvénient d'interdire l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'est pas du tout certain que si nous arrêtons de développer l'intelligence artificielle, la Chine arrête de le faire. Et contrairement à ce que cette image laisse supposer, les Chinois sont extrêmement agressifs sur le plan scientifique et technologique et n'ont pas du tout l'intention d'abandonner le projet énoncé par le président chinois il y a 9 mois de devenir la première puissance technologique, scientifique, industrielle et militaire grâce à l'intelligence artificielle dans les années qui viennent.
Le scénario qui serait problématique pour nos villes, nos territoires, pour Marseille, ce serait le scénario de la Reine Rouge. Vous savez, la Reine Rouge, hein, Alice demande à la Reine Rouge, mais pourquoi je marche, je cours et je reste sur place? Et la Reine Rouge lui dit, mais ici, Alice, pour rester au même endroit, il faut courir ou marcher très vite. Le danger, c'est que tout le monde se mette à courir très vite, notamment les Chinois. Et les Chinois ont beaucoup moins de freins que nous. Vous savez que l'origine de nos valeurs, hein, c'est la Grèce antique et c'est l'héritage judéo-chrétien, quelle que soit notre religion. Hein. Mon héritage est judéo-chrétien, même si je suis athée et que je ne crois pas en Dieu, mais nous sommes formatés par l'héritage judéo-chrétien, qui est un héritage de limite de l'homme. La dignité de l'homme est dans sa faiblesse, dans sa fragilité, alors que les Chinois pensent tout à fait le contraire. On le voit tous les jours. Les Chinois ont fait les premières manipulations génétiques sur embryons de bébés, alors qu'il y a un moratoire mondial pour l'interdire. Et il y a 4 jours, ils viennent de sortir les premières petites souris fabriquées à partir de 2 mamans souris, sans aucun spermatozoïde et sans aucun mâle, en utilisant 2 ovules. La Chine n'a aucun frein en neurotechnologie, en génétique et en intelligence artificielle. C'est par rapport à notre continent, qui est soumis à plein de problèmes politiques, identitaires, une différence. La Chine ne s'encombre pas de problèmes identitaires, elle mène une guerre technologique, pendant que nous dépensons une grosse partie de notre énergie collective à régler des problèmes qui n'atteignent pas la Chine. Nous pensons être dans un bassin de poissons rouges, et notre vision du monde de demain est parfois un petit peu enfantine quand on voit les projets californiens et les projets chinois. S'il y a un livre à lire sur ces sujets-là, c'est vraiment le livre de Kai-Fu Lee, qui est un milliardaire californien chinois, qui était le patron de Google China, et qui décrit merveilleusement bien l'avenir de notre confrontation en matière d'intelligence artificielle avec la Chine, et qui est assez cruel pour l'Europe, mais c'est un livre remarquable pour ceux qui lisent correctement en anglais. L'Europe, elle est absente de cette bataille très largement. Nous sommes le castré de service en matière d'intelligence artificielle. Avec ma diplomatie habituelle, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps au Parlement européen et contrairement à tous les usages, je les ai traités de couilles molles. Ce que je pense. Autre scénario, c'est le scénario tech-optimiste, c'est-à-dire le scénario transhumaniste. C'est-à-dire qu'on se servirait de l'intelligence artificielle pour casser toutes nos limites. C'est le projet des gens de Google, de Facebook. C'est-à-dire d'utiliser la technologie pour rendre l'homme tout-puissant, c'est-à-dire pour tuer la mort, conquérir le cosmos, augmenter nos cerveaux, fusionner l'intelligence artificielle et nos cerveaux. C'est le projet d'Elon Musk, le patron de Tesla, avec ses implants Neuralink. Vous savez que Neuralink est une société que Musk a créée il y a 2 ans, qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face aux petits Asiatiques et pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Et puis, dernier point, faire des bébés à la carte, comme on dit en anglais, c'est-à-dire supprimer le risque de la naissance. C'est en fait de créer Homo Deus grâce à l'intelligence artificielle. Et ceux d'entre vous qui ont lu Homo Deus ont vu à quel point les dirigeants de Google souhaitent notamment utiliser l'intelligence artificielle pour nous rendre immortels, pour augmenter les capacités intellectuelles de nos enfants, comme The Economist l'expliquait, pour tuer la mort, etc. etc. Et Google a créé une société, Calico, qui est destiné à nous rendre immortels, c'est-à-dire à euthanasier la mort dans les décennies qui viennent. Dans La mort de la mort, j'avais prédit que Google s'attaquerait à la mort et que les transhumanistes qui peuplent les grandes sociétés de la Californie allaient chercher à se servir de l'intelligence artificielle pour modifier notre nature humaine. Alors, c'est un scénario compliqué, aussi compliqué que le scénario d'Amazon, hein, l'homme le plus riche du monde, le patron fondateur d'Amazon, qui a gagné 100 milliards de dollars cette année quand même, et dont l'objectif est d'envoyer 1000 milliards de terriens dans l'espace, comme il l'a annoncé dans une conférence de presse récente. Vous avez bien compris que pour avoir 1000 milliards d'astronautes, alors qu'on est 8 milliards, il faut utiliser l'utérus artificiel. Nous ne sommes qu'au début
du vertige de l'intelligence artificielle. Il y a un scénario d'engrenage neurotechnologique, c'est-à-dire de se mettre à fabriquer de l'intelligence artificielle biologique. Elon Musk, vous l'avez compris, souhaite augmenter nos cerveaux. Vous imaginez un monde dans lequel vous expliqueriez aux agencés que vous allez mettre des microprocesseurs dans leur cerveau. Ce serait un monde assez cauchemardesque quand même. En Chine, 50% des parents souhaitent utiliser l'intelligence artificielle et la génétique pour augmenter le QI de leurs parents, de leurs enfants, de leurs bébés, contre 13% seulement en France. C'est un monde curieux, le monde qui vient. C'est un monde aussi où on s'attaque à notre cerveau. Vous avez peut-être vu que lors de son avant-dernière conférence de presse, le patron de Netflix, et beaucoup d'entre nous dans la salle utilisent Netflix, a expliqué aux analystes que le but de Netflix, ce n'est pas dans le futur de continuer à nous louer des films en MP4, c'est de nous vendre dans quelques années des pilules qui nous feront vivre le film, comme dans le film Total Recall, où ça se passe très mal d'ailleurs parce qu'il fait un accident psychiatrique, pour ceux qui ont vu le film avec Schwarzenegger. Le scénario Cygne Noir, c'est un scénario dans lequel se passent des choses qu'on n'imagine absolument pas, avec une redistribution économique extrêmement forte. L'un des trucs les plus étonnants qui est arrivé ces dernières années, c'est que Total a confié à Google toute son exploration pétrolière. Et Google est très fort en exploration pétrolière parce que Google est fort en médecine, et faire une échographie et analyser le signal échographique ou analyser le sous-sol, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Et donc on voit Google être à la fois leader sur la médecine et sur l'exploration du sous-sol. Et si on avait dit il y a 10 ans que Total confierait son exploration pétrolière à Google, personne ne l'aurait cru. Les surprises peuvent arriver vite. 1917, les maréchaux Ferrand étaient euphoriques. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Et le marché du maréchal Ferrand s'effondre 6 mois plus tard parce que l'automobile finit par exploser et donc les ventes de chevaux s'effondrent. Et la viande de cheval devient quasi gratuite parce qu'il y a des millions de chevaux qu'on amène à l'abattoir quand l'automobile arrive dans les campagnes européennes et américaines. Et on ne sait même plus quoi faire des chevaux. Il y a parfois de grandes surprises. Après, il y a des scénarios qui sont inattendus. Et il y a un scénario qu'il faut garder en vue, c'est le scénario de la déqualification. Et je vais vous parler de mon métier à moi. Je suis médecin, je suis chirurgien. Et on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle dépasser les médecins dans pas mal de facettes. Google a montré que sur une simple photo de rétine, son intelligence artificielle remplace un bilan cardiaque de 3 jours. Google a fait des choses extraordinaires en matière de radio osseuse. En matière de dépistage du suicide, l'intelligence artificielle est bien meilleure que les meilleurs psychiatres. L'intelligence artificielle prédit le jour de notre mort bien mieux que les médecins. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de savoir, mais c'est une autre question. En matière de cancer de la peau, l'intelligence artificielle était à égalité avec les meilleurs dermatologues californiens il y a 18 mois. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est 10 points au-dessus. En matière de radio, il y a eu une confrontation organisée par la télé chinoise entre les meilleurs radiologues chinois et l'intelligence artificielle en Chine. Et l'intelligence artificielle, en quelques secondes, a écrasé l'analyse des meilleurs spécialistes chinois de la radiologie du cerveau qui avaient travaillé, eux, pendant 30 minutes. De la même façon, il y a 10 jours est sortie une étude qui montre que pour l'échographie cardiaque, l'intelligence artificielle a 97% de bons diagnostics contre 70 à 80 pour les meilleurs cardiologues. Et l'intelligence artificielle de Google, la nouvelle intelligence artificielle Laina de Google, repère 99% des métastases ganglionnaires pendant que les docteurs n'en repèrent que 62. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, on n'est pas à beaucoup d'années d'avoir l'interdiction pour les docteurs de porter un diagnostic cancérologique sans l'aide de l'intelligence artificielle. Kai-Fu Lee, toujours lui, est persuadé que les médecins ne vont pas disparaître, mais qu'à l'horizon 2030-2035, ils vont devenir ce qu'il appelle des compassional caregivers, un tiers infirmier, un tiers technicien, un tiers assistante. Social. Alors, comme vous savez, pour être chirurgien, c'est 11 ans.
Je ne peux pas vous dire que ce scénario, où après 11 ans d'études, on est assistante sociale quand on est médecin ou chirurgien, enthousiasme mes confrères. Mais il y a un vrai danger que, à l'horizon 2040, intelligence artificielle plus sexe terrier soit équivalente à intelligence artificielle plus cancérologue. C'est un scénario dans lequel la réorganisation de la médecine serait violente et extrêmement compliquée. C'est la conviction, en tout cas, de Kai Fu Lee, qui est vraiment le meilleur spécialiste mondial de l'intelligence artificielle. Après, il y a les scénarios totalement inattendus. Le truc le plus stupéfiant, mais vous n'y avez jamais pensé, qui nous est arrivé en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'en 10 ans, nous avons tous pris un deuxième métier. Vous travaillez à la mairie de Marseille, il y en a qui bossent chez Airbus, chez Safran. Puis en même temps, on a un deuxième métier. On bosse 5 heures par jour pour éduquer gratuitement l'intelligence artificielle des géants du numérique. Chaque fois que vous mettez une photo sur Instagram, vous éduquez l'intelligence artificielle visuelle de Facebook. D'ailleurs, Facebook, dans une conférence de presse, Mark Zuckerberg a récemment expliqué que si Facebook avait fait de gros progrès en intelligence artificielle visuelle récemment, c'est parce que le nombre de photos que mettent nos enfants et nous-mêmes sur Instagram avait beaucoup cru, ce qui avait permis à Facebook de faire des progrès encore plus rapides en matière d'intelligence artificielle visuelle. Après, il y a les scénarios doux, et je vais finir sur ces scénarios plus optimistes, qui sont les scénarios auxquels moi je crois, et que nous devons privilégier, et que vous devez vous accompagner, c'est-à-dire une coévolution douce, où on restructure les métiers tranquillement. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793, on les a reconvertis sans aucun drame. Et vous savez qu'il y a 0 porteur d'eau à Paris aujourd'hui. Et à Marseille aussi, je crois. Magnifier nos différences, développer la multidisciplinarité alors que l'intelligence artificielle est une burne en intelligence artificielle, organiser la fusion entre les ressources humaines et l'informatique, bien délimiter les limites entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, être mobile, et puis développer de nouvelles pédagogies éducatives, c'est-à-dire ce que j'appelle le Montessori 2, c'est-à-dire d'améliorer la formation des hommes et de réussir la transition cognitive. Et la transition cognitive, de mon point de vue, est beaucoup plus importante que la transition énergétique. Assurer la complémentarité entre le neurone et le transistor, entre l'intelligence artificielle et les cerveaux biologiques, réussir à faire que les deux écoles ne soient pas désynchronisées. Aujourd'hui, l'école de l'intelligence artificielle marche beaucoup mieux que l'école de l'intelligence biologique. Fabriquer un cerveau biologique est un truc extrêmement compliqué et extrêmement long. Vous savez qu'il faut 30 ans entre le coït et le moment où on a le diplôme du petit, et parfois il ne réussit pas les études, alors qu'une intelligence artificielle se forme en quelques instants. Ce décalage entre la longueur du temps pour fabriquer un cerveau fait de neurones et l'extrême rapidité de la formation de l'intelligence artificielle, il va bien falloir le résoudre. Si nous voulons garder le lead sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on aille plus vite pour former les cerveaux. Et il faut bien évidemment qu'on trouve de nouvelles méthodes pour avoir demain une société de solidarité intellectuelle. Il faut donc trouver des pédagogues du niveau de ce qu'était Madame Montessori pour diminuer les inégalités intellectuelles, comme on a travaillé, dépensé beaucoup d'argent pendant des décennies pour diminuer la mortalité, par exemple, dans les cancers. Ça ne va pas être facile parce que, hélas, nos capacités intellectuelles, elles sont aussi liées à des caractéristiques génétiques. On ne peut pas faire apprendre à tout le monde la même chose. Et même si on améliore l'école, aujourd'hui, on ne sait pas comment supprimer les inégalités intellectuelles. Tous les travaux récents qui ont été faits sur la génétique de l'intelligence sont plutôt pessimistes. Même la lecture est très fortement liée à notre ADN, hélas. Et la formation continue, ça ne marche pas très bien. Et pour ceux qui s'intéressent à la formation continue, je vous invite à lire Le Mirage, qui est une remarquable étude aux États-Unis sur la difficulté de la formation continue. J'ai le droit, monsieur le directeur, de dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct ? Vous l'avez déjà fait. Oh non, j'ai été très soft.
Le Mirage conclut par le fait que la formation continue marche très mal et qu'il est beaucoup plus économique pour une organisation de recruter des gens plus intelligents que de former les gens en place. C'est donc une vision profondément pessimiste et qui pousserait plutôt à augmenter l'apartheid intellectuel et à augmenter les inégalités en faisant que les organisations publiques et privées ne recrutent que les gens qui apprennent le plus vite. Donc ce dossier qui est très intéressant montre le piège dans lequel on pourrait tomber. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les entreprises surpayent les cerveaux, les cadres supérieurs et les talents et cherchent à avoir le moins de travailleurs moins qualifiés parce qu'il est plus difficile de les former. Un dernier truc, à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui sont politiquement correctes mais qui sont très dangereuses politiquement. Vous savez qu'il y a un slogan politique très fréquent aujourd'hui, c'est de transformer tous les enfants en codeurs. Alors dans cette salle, tout le monde peut être codeur informatique, tout le monde, mais dans la société, tout le monde ne le peut pas. Pour savoir coder, il faut 120 QI, à peu près. Ça représente 15-20% de la population. Donc c'est quelque chose qui ne pose aucun problème pour les gens dans la salle. En revanche, il y a 80% des gens que l'on ne peut pas transformer en codeurs opérationnels parce que le codage informatique nécessite une logique assez développée. Et donc, quand on voit les politiques reprendre le slogan « on va transformer tous les gamins en codeurs informatiques », c'est quelque chose de contre-productif, il faut faire attention. C'est un piège dans lequel certaines collectivités territoriales sont tombées. Et je peux vous dire que derrière, c'est catastrophique parce que les 80% de gamins qui sont incapables de coder, derrière, ils sont extrêmement malheureux. C'est bienveillant, mais c'est un slogan mortifère. J'ai beaucoup défendu le fait qu'il fallait faire attention sur le codage informatique, notamment quand dans le Point m'a opposé aux dirigeants de l'école 42 à Paris. La bienveillance est parfois dangereuse pour les gens. Il est aussi malveillant de dire tous codeurs que de dire à un enfant qui a une myopathie « lève-toi et cours ». Il faut faire attention à la gestion des angoisses. Je suis très frappé de voir qu'à la télé, dans les médias, les politiques expliquent et reprennent en cœur l'idée selon laquelle il va falloir changer de métier tous les 5 ans, tous les 7 ans. Alors nous, ce n'est pas un problème de changer de fonction tous les 5 à 7 ans. Mais il y a des gens qui ont du mal à apprendre, et leur expliquer qu'ils vont devoir changer de job tous les 5 ans, ça les conduit sous Prozac et au populisme. Il y a des gens qui sont paniqués à l'idée qu'il va falloir changer de métier tous les 5 ans. Et ce slogan politique, il est complètement idiot. Non, on ne va pas faire changer de métier tout le monde tous les 5 ans. Et il faut faire attention à ce qu'on annonce politiquement. Ça paraît super sympathique pour les gens comme vous qui apprennent très vite, pour les cadres supérieurs, qu'ils soient publics ou privés, mais c'est une véritable angoisse pour les gens qui ont plus de difficultés pour apprendre. Bref. Dans le monde dans lequel nous rentrons, les fonctionnaires vont avoir un rôle, de mon point de vue, et je ne défends pas, parce que, étant énarque, j'appartiens à la même vision du monde que vous, je ne défends pas les fonctionnaires parce que je suis fonctionnaire à l'origine, mais je suis persuadé que les fonctionnaires vont devoir gérer, organiser la société incroyablement compliquée qui arrive. Avec le vertige face à Homo Deus, toutes les incertitudes qu'on a vues, la désynchronisation entre le rythme de la science et la sociologie des organisations, la montée du populisme à cause de l'intelligence artificielle qui crée des écarts insupportables, la lenteur de la décision politique, la crise identitaire, la lenteur de Bruxelles, et puis le fait que beaucoup de gens aujourd'hui trouvent que la politique et l'administration ne sont pas assez attractifs. Les fonctionnaires seront demain indispensables, et je vais terminer sur une note à long terme. Finalement, quand on regarde les décennies qui viennent, on a 4 cases. Soit l'intelligence artificielle ne se développe pas vite, soit elle se développe vite. Soit nos cerveaux ne se développent pas vite, soit ils se développent vite. Si nos cerveaux ne se développent pas et que l'intelligence artificielle finalement stagne, c'est le scénario Apollo. L'intelligence artificielle aurait été un pétard mouillé. Vous vous souvenez, quand on est allé sur la Lune, on pensait qu'on irait sur Mars en 1980. On n'y est toujours pas allé. C'est le scénario Apollo, il ne se passe rien, finalement.
Si l'intelligence artificielle se développe vite, mais que nos cerveaux ne progressent pas, l'intelligence artificielle finit par nous rattraper, comme dans Terminator ou Matrix. C'est pas un scénario super rigolo. Si l'intelligence artificielle ne se développe pas vite, mais que nos cerveaux progressent, ça donne Star Trek ou la guerre des étoiles. Vous savez que dans la guerre des étoiles, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ils pilotent les vaisseaux à la main. Donc ils sont super smart, super intelligents, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et puis si l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine se développent tous les deux très vite, ça donne des espèces de trucs compliqués, comme avait prévu, qu'on appelle la noosphère, comme avait prévu le philosophe Teilhard de Chardin. C'est un combat collectif qu'il va falloir mener entre la fonction publique et puis les acteurs privés, les scientifiques, les fonctionnaires, la société civile. La guerre des intelligences, il faut bien évidemment l'éviter et aller vers la paix des intelligences. Il va falloir qu'on chasse en meute pour éviter les cauchemars politiques comme celui décrit par Harari des dieux et des inutiles. Marseille a tout pour être la Silicon Valley européenne. Elle doit aussi être un territoire où les écarts intellectuels, les écarts sociaux ne sont pas insupportables à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ma conviction profonde, c'est que cela dépend beaucoup, beaucoup de vous. Je vous remercie. Alors merci beaucoup Laurent Alexandre pour cette vision à la fois décoiffante, effrayante et enthousiasmante du monde de demain.